Bienvenue dans Mixing Génération, le podcast qui s'intéresse à la transmission entre les générations. Je m'appelle Mélissa Asli-Petit, je suis docteur en sociologie sur la thématique du vieillissement et des relations multigénérationnelles. J'ai décidé de lancer un podcast pour réinventer le regard sur le vieillissement. Je crois que mixer les générations, c'est ce qui changera le monde. Alors je veux donner la parole à des invités qui, par leur expérience de vie, par leurs actions, changent le monde et créent de meilleures conditions de vie pour les plus âgés, mais aussi pour nous, parce que cela nous concerne tous. Dans ce podcast, j'espère que vous serez inspirés et que vous aurez envie de créer ensemble un monde mélangé, ouvert, plus coloré, et surtout que vous prendrez conscience du lien puissant qui nous unit. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter Christine El-Dalazouana. Christine a travaillé pendant 15 ans dans l'univers du luxe. Elle a vécu à l'étranger la majeure partie de sa vie et aujourd'hui elle vit en Allemagne où elle est écrivaine et photographe. Christine a développé un concept de livre-mémoire pour faciliter la transmission familiale et intergénérationnelle. Elle a également publié un roman qui s'intitule « Et la vie reprit à petite foulée ». Dans son roman, elle met en scène 3 femmes d'âges différents, Pauline, Pascal et Laura. Ces 3 femmes se rencontrent dans un club de course et comme elles sont nouvelles, le coach va leur demander de faire équipe. J'ai été particulièrement touchée par ce roman et surtout par les personnages à la fois principaux et secondaires. Ils nous parlent de nous, de nos questionnements, de notre façon d'appréhender la vie, de surpasser les difficultés et de s'accomplir à petite foulée. Alors évidemment, j'ai invité Christine pour parler des liens entre générations, mais aussi des transmissions familiales et amicales. Pour commencer, Christine, j'aimerais revenir sur votre nom d'auteur, parce que vous avez choisi un nom d'auteur, Giulia Larigaldi. Alors pourquoi avoir choisi ce nom ? Ce nom de plume, c'est en fait un hommage à mes 2 grands-mères. Donc Giulia, c'est le prénom de ma grand-mère paternelle, donc qui était italienne. Et Larigaldi, c'est le nom de jeune fille de ma grand-mère maternelle, donc qui était française et d'origine toulousaine, Figeac, etc. Et je crois que vous avez une relation très belle avec votre grand-mère. Moi, j'en ai une aussi très forte. Alors, ma grand-mère italienne, je l'ai pas connue très longtemps, mais elle m'a vraiment marquée avec sa force, sa générosité, sa façon d'accepter la vie, sa dignité. Et puis, mon autre grand-mère maternelle, alors elle, c'était une grande dame qui aurait pu être une première dame, pardon, qui aurait pu être une Michelle Obama, euh, extrêmement intelligente, qui est une des premières qui a fait HEC Jeunes Filles, donc qui a fait des études, mais après qui n'a pas pu travailler, parce que quand même, à cette époque-là, les jeunes filles de bonne famille ne travaillaient pas. Mais voilà, une femme brillante, plein d'esprit, qui encore à 98 ans suivait les résultats de la coupe, les coupes de rugby, etc., pour pouvoir en parler avec ses petits-fils quand ils viendraient manger à la maison. Donc, une femme incroyable. Et voilà, donc elles m'ont beaucoup apporté, comme ma maman aussi, qui est quelqu'un de très forte. Et je pense que ces figures-là, donc c'est aussi déjà une transmission, hein, quelque chose qu'elles m'ont apporté, qui m'a nourri et qui continue de me nourrir. Et donc, d'abord, j'aimais bien ces noms, j'aimais bien les 2 ensemble. Et voilà, c'était un petit peu leur rendre hommage et les associer en fait à toute cette aventure. Je savais pas où elle allait me mener, hein, cette aventure littéraire, mais enfin, c'était le début. Mais je dis, OK, je les prends avec moi. Mais Voilà. je trouve ça beau en tous les cas de les emmener avec vous. En plus, le nom a une jolie sonorité. Et la manière dont vous l'expliquez là, on sent aussi cette richesse de la transmission de ses ancêtres et de pouvoir continuer avec eux et de les faire vivre une aventure. Et vous voyez, vous parliez de ce lien entre vous et vos grands-mères, rapidement de vous et votre mère. Moi, dans le livre, j'y ai vu quand même cette question des lignées de femmes et des lignées, par exemple, entre mère et fille. Parce que vous abordez des relations mère-fille qui sont un peu complexes, difficiles, notamment à travers deux des héroïnes, Laura et Pascal.
L'une qui met à distance sa mère, l'autre qui essaye de coller à son modèle. Et donc, on peut aussi avoir en tête des exemples de personnes autour de nous, ou même peut-être nous, euh, être dans cette dynamique. Mais et je pense que c'est une question que je me pose beaucoup aussi, moi, en étant devenue mère récemment et voyant ma maman devenir grand-mère. Mais c'est comment, en fait, on prend notre place de femme vis-à-vis de nos mères. Euh, et comment on prend notre place d'adulte aussi vis-à-vis de nos mères. Et, et, et bref, et ce que je trouve intéressant aussi dans le livre, c'est que vous choisissez le dialogue comme la solution. Je suis quand même d'origine italienne, alors des fois je suis un petit peu volcanique, mais je trouve que c'est très très intéressant de parler. Et par exemple, en ce qui me concerne, je suis très très proche de ma maman, et vraiment on s'entend très très bien. Mais je me rappelle d'une fois, il n'y a pas très longtemps, on avait justement eu une discussion assez houleuse à plusieurs familiales sur l'histoire d'une jeune fille qui avait peut-être ou peut-être pas été violée, etc. Et après, je suis revenue sur cette discussion avec ma maman parce qu'on avait des points de vue différents. Et on a échangé. Je lui ai dit, tu vois, là, moi, j'étais pas d'accord avec ce que tu avais dit. Je trouve que c'est terrible. Et, et bon, des fois, c'est pas évident parce que en même temps, moi, je suis tellement, tellement admirative de ma maman, que c'est une femme extraordinaire, grande championne sportive, enfin bref. Et donc, elle est encore sur un piédestal. Mais et là, sur cette discussion, c'était intéressant parce que je me suis rendu compte de la distance, enfin, non, pas de la distance, de l'évolution, peut-être aussi, je pense, des pensées d'une génération à l'autre. Et peut-être moi aussi, par exemple, maintenant vieillissant, je deviens très sérieusement féministe. Et j'ai été élevée dans une ambiance assez traditionnelle. Donc, on a parfois des discussions sur le sujet un petit peu intéressantes. Et je vois mes filles qui deviennent qui sont très très féministes. Et c'est d'ailleurs très intéressant de voir le regard qu'ont les jeunes sur la société et qui nous bouscule aussi. Je pense que nous, on a bousculé nos parents. Après, on s'est un petit peu mis dans une voie. Et puis, je trouve que c'est chouette. Moi, je viens d'avoir la 54 ans. Bah, de dire, tiens, mais j'évolue encore. Et là, voilà, je suis en train de me sentir vraiment féministe, de réagir à ce qui se passe par rapport aussi au racisme, par rapport à la discrimination. Et j'évolue maintenant. Donc, en fait, bon, voilà, on peut évoluer à tout âge. Et puis, je pense qu'on évolue aussi parce qu'on se frotte aux autres et notamment, on se frotte aux générations. Et par exemple, moi, j'étais du coup amenée à réfléchir au schéma de pensée, au mode de pensée de mes parents, et puis à celui de mes filles. Puis entre ça, essayer de faire un peu un pont et de moi de trouver ma voie comme eux trouvent la leur. Et on évolue tous. Et c'est ça qui est très beau. Et ça se fait par le dialogue. Oui, oui, oui. Et quand vous dites, vous vous inscrivez un peu plus dans cette dynamique féministe, comment ça se passe? Sur quel sujet? J'ai décidé maintenant de ne plus être dans le silence complaisant. Ce qui va être très difficile, à mon avis. Je vais m'en prendre plein la tronche, mais je pense qu'il y a un moment, il faut dire non, parce que finalement, se taire, c'est accepter Mm. et c'est valider. Et c'est se renier quand on ne croit pas à ça. Mais en même temps, bon, donc il faut essayer de dire non. Là, je pense que ça va pas, mais calmement, dépassionnément, avec intelligence, humanité. Je pense qu'il faut qu'on vraiment, voilà, et puis essayer d'utiliser un peu l'empathie et de la susciter chez autrui pour qu'on puisse avoir un véritable dialogue. J'aimerais revenir sur votre roman. Euh, on parle des plus âgés et moi j'ai beaucoup aimé le personnage de Georges. Et comment en fait aussi il évolue dans sa relation donc avec Pauline euh, et sur son choix de ne pas se faire opérer puis de se faire opérer de la cataracte. Et en fait, je me demandais aussi pourquoi avoir choisi ce thème à la fois de la solitude et de l'entraide. Et puis ce que je trouve passionnant avec Georges, c'est que d'une certaine manière, à la fin, il y a une forme, en tous les cas pour moi, d'idéal, où il est vraiment intégré à ce groupe de femmes, à un groupe même plus large, et auquel on peut aspirer, où on crée vraiment ce lien avec des âges différents, et on voit bien que chacun s'apporte, en fait.
Oui, alors, peut-être que j'ai créé quelque chose que j'avais envie de voir, hein, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes, âgées, solitaires et qui ont quand même beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à partager et on n'a pas toujours une société, une vie qui favorise cette écoute, cette attention et je trouve ça dommage. Je pense qu'on perd énormément de choses et donc c'est vrai que peut-être ce Georges qui en plus, bon, au début, voilà, on sent qu'il est un petit peu endurci, hem, qu'il a vécu seul longtemps finalement et qui a une écorce à briser et ce que Pauline, mon personnage va faire avec beaucoup de délicatesse et en plus, je trouvais que c'était une belle amitié vraiment improbable entre 2. Avec en fait ce qui les rapproche au départ, c'est la littérature, donc ça aussi, ça me plaît d'être rapprochée par les mots, par les idées, par les pensées et hem et petit à petit, voilà, ils vont se découvrir, mais ils vont se découvrir aussi à travers beaucoup de silence, beaucoup aussi de partage vis-à-vis de la nature, des fleurs, des arbres, et je trouvais que c'était intéressant et c'est vrai que j'avais envie de le passer et de le transmettre et après effectivement, bah, de voir ce Georges qui s'épanouit dans un groupe plus grand et qui fait bénéficier, qui a une discussion après sympathique avec Laura, Mmh où mh. il lui partage son point de vue. Donc c'est, voilà, je trouve que j'ai peut-être créé quelque chose que j'ai envie de voir dans la vraie vie, peut-être plus souvent. Ça sert à ça les livres aussi, hein, des fois à se faire un petit peu, plaisir ou à essayer de transmettre des choses. Oui, et puis à révéler des réalités qui peuvent exister et qu'on ne voit pas peut-être assez souvent. Mais en tous les cas, c'est vrai que Mmh. quand il parle avec Laura, il il n'est pas, je dirais, autoritaire dans sa manière de voir le monde. Il l'apporte avec délicatesse et en effet, il pose juste son point de vue et Laura s'en nourrira à travers le temps, au-delà du livre. Mais et je trouve que c'est une posture juste. C'est toujours intéressant de prendre le temps de discuter et d'écouter et on ne le fait pas toujours assez et après c'est moi je me dis toujours: «Faut essayer de faire des choses pour ne pas avoir de regrets» et donc par exemple, je me disais toujours: «Bah, avec ma grand-mère, je vais pouvoir lui dire ce que je pense, je vais pouvoir lui dire que je l'aime et pas, quand elle est morte, dire: "Ben, je lui ai pas dit ça" et cetera». Mais par contre, je me dis qu'il y a beaucoup de choses que j'aurais aimé encore plus, savoir d'elle et le nombre de fois où j'entends: «Ah oui, finalement, c'est bête, j'ai pas demandé ci, j'ai pas demandé ça», hein. C'était quand même des témoins d'un temps révolu, mais ce temps révolu, il est très important parce qu'il a fait le temps dans lequel on vit aujourd'hui et comprendre notre époque, je pense que c'est comprendre d'où on vient et qu'est-ce qu'il y a eu avant et comprendre notre histoire et notre histoire, elle passe par, nos ancêtres, nos aïeux, nos anciens et donc c'est pour ça que si on peut essayer de créer, des opportunités pour, de rencontres et d'échanges, ben, c'est essentiel. Oui, ce que vous dites sur ce lien avec nos grands-parents, moi je pense que donc mémé est décédé trop tôt pour que je puisse lui poser mille et une questions de sa vie. Et c'est vrai que j'aurais aimé peut-être des témoignages de sa part, même si je vois, elle m'avait écrit des lettres quand je partais en colonie de vacances. Et donc, je lis ces lettres avec qui sont quasiment toujours les mêmes phrases, mais c'est pas grave en fait. Ça pose son écriture, ça pose ses mots et aussi un temps de vie et qu'elle a pu vivre et que j'ai pu ressentir aussi en étant enfant. Et donc c'est drôle parce qu'en lisant, il y a toujours cette sensation de première lecture et et c'est je trouve un beau sujet sur cette question, sur ce livre mémoire. Comment vous avez décidé, eh bien, de vous dire, je vais proposer ce livre mémoire, en quoi est-ce qu'il consiste Bah, c'est rigolo, hein, parce que ça aussi c c'est une sacrée aventure. Alors c'était,
Donc quand j'ai vécu en expatriation, donc j'ai écrit mon roman, j'ai écrit des articles, j'ai interviewé des personnalités, j'ai pris des cours de photo, j'ai fait des photoreportages. Donc en fait, on est arrivé en Allemagne, j'ai vu qu'on allait rester et je me suis dit: «Bon, je me voyais plus retourner dans une entreprise, faire du marketing», donc je me suis dit: «Non, c'est pas la peine». Et je me suis dit: «Tiens, ben, je peux essayer de trouver dans la photographie» et la photographie, je me suis dit: «Mon allemand, est suffisant pour que ça marche». Voilà, s'il fallait écrire en allemand, mon allemand n'est pas assez bon. Mais faire la photo, ça marche et je me disais: «Tiens, j'avais l'idée», enfin, un des projets que je voulais essayer de mener à bien, c'était d'aller dans les maisons de retraite, photographier les personnes âgées. Parce que je disais des fois dans les mo enfin, ça fait longtemps que j'ai plus mis les pieds dans une maison de retraite, mais avant, je me souviens de décorations un peu nunuches ou genre IKEA ou un peu moches et je me disais si dans les couloirs, il y avait des portraits de tous les pensionnaires de la personne a des de l'EHPAD, de la maison de retraite, alors tantôt en couleur, tantôt en noir et blanc, tantôt rigolo, tantôt sérieux, tantôt, esthétique et puis donc je pensais, voilà, j'avais cette idée et puis je me disais: «Tiens» et puis par exemple quand je vais photographier une mamie, ben, je vais lui dire qu'elle vienne et qu'on mette sa musique pour la mettre à l'aise et puis peut-être qu'elle pourra venir avec ses copines et puis comme ça elles vont un peu se maquiller, se perlucher ensemble et puis, j'en parlais avec mon mari et puis, il me disait: «Oui et puis tiens, tu sais, finalement, elles doivent être beaucoup seules ces personnes. Tu vas te retrouver peut-être vraiment à beaucoup parler avec elles et écouter leur histoire». J'ai dit: «Oui, ça sûrement». Hem Et puis donc de là un peu, voilà, j'avais cette idée et puis est arrivé le covid et donc toutes les maisons de retraite, paf, fermées. Donc évidemment, mon idée, ça a tombé à l'eau. Mais cette idée d'échange, avec les personnes âgées, puis, mon mari il me dit: «Ouais, puis tu vois, moi, ma grand-mère, ça m'énerve, elle avait une recette de bon, un truc allemand, et je lui ai pas demandé et je on elle est perdue cette recette, c'est dommage». Et donc en fait, je pense qu'il y avait plein de choses, en fait, les choses arrivent à un moment où on est prêt et c'est d'un seul coup, il y a une convergence et je réfléchissais à ça et je me disais: «C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses» et donc je me suis mise à réfléchir, mais pas forcément de façon extrêmement consciente, mais à la transmission et à travers quoi passe la transmission et par exemple, moi, je le visualisais avec ma grand-mère. Alors bon, bah, moi, c'était par exemple son parfum. Elle avait Diorissimo, donc il y avait son parfum, il y avait son écriture qui était très caractéristique. Bon, il y avait après, bon, comme elle s'habillait, bon, sa peau, sa voix, son rire et de là, il commençait avoir l'idée de dire: «Il faut transmettre avant que ce soit trop tard» et en même temps, je me disais: «Mais comment on va transmettre?» et je me disais: «Bon, si on fait un livre de 300 pages, des récits de sa vie, les jeunes, ils ne vont jamais le lire et même les parents, ils vont peut-être le lire quand un jour, leur propre père ou leur propre mère sera mort en disant: «Ben, tiens, mais ça sera aussi trop tard». Donc je me disais: «Il faudrait avoir une transmission qui soit extrêmement vivante, qui soit interactive, qui soit plurielle, qui s'adapte à un enfant de 8 ans comme à une personne de 60, 70 ans» et avec l'idée qu'on va y trouver ce qu'on est prêt à recevoir à ce moment-là. C'est-à-dire que si à un moment on veut lire un truc court, 5 minutes, on a juste 5 minutes, et ben, on va le trouver. Si un jour on a envie, de se mettre de la bonne musique, de se prendre un bon café et de se dire: «Tiens là je vais lire pendant une demi heure», on va trouver ça dans ce livre. Donc ça a été un long processus pour réfléchir à comment transmettre ça. Donc l'idée de base, c'était quand même de partir d'une frise chronologique et de partir d'une biographie de la personne, mais relativement courte pour qu'on dise pas: «Oh un pavé de 200 pages, ah non». Et après, c'est de dire donc la biographie couvre toute la vie et après il y a des périodes essentielles dans une vie et ça, on les dégage et on revient plus en profondeur sur ces périodes
Et après, il y a autre chose qui est sympa aussi, ce sont les anecdotes de vie. Donc les anecdotes de vie se rattachent parfois aux périodes de vie, mais parfois pas du tout. Mais c'est aussi ce qui fait le sel d'une personne. Il y a des trucs incroyables, des choses qu'ils ont vécues. Voilà, mon père, qui s'est trouvé, aux États-Unis, jeune syndicaliste, et qui s'est trouvé dans un bus et qui allait s'asseoir à l'arrière pour faire des photos. C'était quand il y avait encore, la discrimination, et le chauffeur du bus a arrêté le bus et est venu lui dire: «Non, vous mettez devant. À l'arrière, c'est pour les personnes de couleur». Mmh. Bon, bah, ça, c'est des anecdotes, c'est fantastique. Nous, on n'a aucune idée de ça, alors que nos parents l'ont vécu. Donc voilà, donc biographie, période de vie, anecdote de vie. Après, les objets, ça c'était quelque chose, d'ailleurs je voulais mettre en place un système d'interview, par des objets. Donc j'ai pas réussi à trouver, comment le faire. Mais donc dans ce livre, il y a aussi des objets qui racontent une histoire. Moi, par exemple, et ben, j'ai, ma maman qui m'a offert la bague de fiançailles de sa maman. Donc sa maman a eu cette bague de fiançailles, elle l'a transmise à ma maman qui l'a transmise à moi. Mais à travers cette bague, cet objet, bon, il y a la transmission, entre les femmes, il y a l'histoire de ma grand-mère, de son mariage à une époque où voilà, il y avait eu, la guerre mondiale, il y avait plus beaucoup d'hommes, enfin, il y a plein de choses. Donc un objet, peut, raconter 1000 histoires et peut raconter une personne de façon différente. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'est vraiment, qu'on ait l'émergence d'une personne et d'un, parcours de vie avec une vision à 360 degrés. Il faut que ça soit du 3D, et donc on le perçoit de façon différente. Et après, il y a une dernière partie qui est ce que j'appelle les petites douceurs, qui est un intercalaire entre les autres parties, où là, je mets des choses, rigolotes. Par exemple, j'ai fait le livre pour, une personne qui avait, 11 petits-enfants. Et ben, j'ai contacté en secret les petits-enfants et je leur ai dit: «Chacun, vous allez me faire un petit audio, sur votre téléphone, parce que leur grand-père était un peu, facétieux et coquin, et vous allez raconter chacun une anecdote que vous avez, un souvenir fort que vous avez entre vous et votre grand-père, et vous l'enregistrez et on va le mettre dans le livre». Parce qu'après, après les petites douceurs, ça peut être par exemple une recette de cuisine. Moi, par exemple, je l'ai fait, j'ai commencé avec mon papa qui était le cobaye. Donc, quand il sortait avec maman, il nous faisait du lait de poule, je sais pas, on a tout à chaque fois. Donc j'ai dit: «Bah, tiens, je veux la recette du lait de poule, de ton lait de poule, mais écrite à la main». Ou bien une chanson qui chantait à mes filles pour les endormir. Bon, ben, on l'a enregistrée, et donc parce qu'après, en fait, donc il y a le texte, on met plein de photos et on met des enregistrements audio et des enregistrements vidéo, parce que la voix, c'est aussi très important dans la transmission, se rappeler la voix. Et souvent, maintenant, on filme plus, mais avant, on filmait pas trop. Donc, parfois, la personne est morte, a disparu, et on n'a plus sa voix. Et rien que moi, je trouve d'entendre sa voix, ça fait ressurgir plein de choses à la surface. Donc voilà, c'était faire le portrait et le parcours d'une vie, de façon plus réelle et très vivante et très chaleureuse. Et on sent bien en effet que la personne, elle n'est pas qu'une voix unique, elle est plurielle et en fonction de son parcours, il y a eu des pluralités parfois un peu différentes. Et comment vous le faites vivre à la fois sur, je trouve, des émotions qui peuvent arriver à la fois certes par l'écrit, par l'audio, par les photos ou les objets. Ça apporte, et puis ça peut faire écho, vous voyez, je pense à chacun d'entre nous, à une idée de ce qu'a pu nous transmettre nos grands-parents. Et dans ce que j'entends aussi, d'une certaine manière, ce livre mémoire, il apporte à la fois aux plus âgés comme aux enfants ou aux petits-enfants. Ah, tout à fait, il est destiné à la famille, parce qu'en fait, cette idée de transmission, après, je pouvais la faire. Il y a plein d'autres applications. Il y a, par exemple, quand, je sais pas, des jeunes se marient, je pensais à un retraité, un homme qui quitte son entreprise, ou bien, par exemple, l'anniversaire du fondateur de l'entreprise. Il y a plein de choses qui peuvent se faire, et je me suis dit: «Bon, je vais pas me disperser», et je commence par ce qui, moi, me parle le plus, c'est la famille. Parce qu'en plus, bon, moi, je viens d'une famille, ma grand-mère, c'était un peu la matriarche, et qui tout, gravitait autour d'elle, et encore aujourd'hui, ça fait, 16 ans qu'elle est morte et elle est encore très, très présente. Il y a encore
tellement de choses qu'elle a lancées, qu'elle a mises en place, puis cette famille fantastique, un peu une tribu et heu et donc je trouvais que c'était très, très intéressant et voilà et là, si vous voulez, le jeune, parce qu'en fait, donc ça, c'est un livre physique, mais après il y a les QR codes, donc il y a plein de jolies photos. Moi, normalement, je vais sur place pour faire des photos moi-même. Il y a les QR codes, donc un enfant de 8 ans, habile, s'il a déjà un téléphone ou sinon il chipe celui de ses parents, bah, il scanne et puis: «Ah bah tiens, c'est mamie» et ce qui est très sympa, c'est que j'ai des clients où c'est, les grands-parents qui ont commandé ça pour offrir à leurs enfants et leurs petits-enfants, mais j'ai aussi des enfants, alors c'est drôle, qui font ça en cadeau à leurs parents, mais en fait le cadeau il est pour eux. En fait, il est pour les parents aussi. Parce que souvent les gens disent: «Oh là là, mais racontez ma vie» et cetera et puis en fait, c'est une superbe occasion de aussi de faire le point, de regarder en arrière et puis je pense pour beaucoup de dire: «Ah ouais quand même, j'en ai vécu des choses et puis j'en ai des choses à transmettre, à partager. Parce que du coup, le but c'est pas de se faire blouser, de dire: «Ah ouais, tu vu la vie que j'ai eue et tout». Le but c'est de dire: «Voilà, quelle est mon histoire, voilà ce que j'ai vécu et voilà ce que j'en ai retiré et voilà ce que j'aimerais vous, mes enfants, mes petits-enfants, vous transmettre». Mais après cette notion de la transmission, elle est universelle et elle peut s'appliquer à plein, plein de choses, je pense. Oui, puis après, les enfants et petits-enfants prennent ceux qui vont plus leur toucher à différents moments de leur vie. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de voir que des fois, il y a de l'inconscient ou c'est de l'impalpable ce qu'on en retire. Et d'une certaine manière, on a besoin de laisser une trace. Et peut-être une trace je trouve que ces transmissions familiales, elles sont assez cruciales d'une certaine manière. Je trouve qu'on les met parfois un peu de côté, mais elles me semblent être cruciales. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que c'est essentiel, ouais. Ouais, bah, parce que je vois à travers les interviews dans le podcast, quand même que c'est une notion qui revient, cette transmission familiale. Je parle certes des transmissions entre les générations, mais vraiment, en fait, c'est comme si quelque chose d'implicite arrivait sur euh, chaque individu est porteur de cette transmission et évolue avec aussi. Oui, parce qu'en fait, je pense que cette transmission, c'est quoi? Hem, en fait, on a des modèles dans notre vie, on a des exemples et nous, les exemples qu'on a, bien naturellement, sont les exemples qu'on a dans notre famille. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on se dit des gens qui n'ont pas de famille, quelle pauvreté et quelle tristesse. Mais on a des exemples dont, on va se rapprocher, dont on va se dissocier, dont on va peut-être aussi les vivre différemment à différentes périodes de notre vie. Mais par exemple, voilà, je pense que nous, ma grand-mère a été un exemple pour nous tous mes cousins, mes oncles et tantes et l'est encore. Et même mes filles, elles en entendent parler, donc après voilà, on en fait ce qu'on veut. Mais c'est quelque chose qui va nous qui en plus qui est facile à prendre parce que c'est de notre famille, donc c'est pas intangible, c'est pas, abstrait, c'est très concret et puis en plus, ce qui est très intéressant quand même c'est que ces petites histoires, elles s'inscrivent dans la grande histoire et moi, en tout cas, je le vois avec mes livres mémoires. Alors 2 choses, alors déjà, je redécouvre des histoires du passé incroyables de notre histoire mais après, ce qui est drôle, c'est que j'ai eu plusieurs fois des clients qui ne se connaissent pas et par exemple, qui me mentionnent une même chose, un même événement ou une même personne qu'ils ont connue, par exemple Maurice Herzog. J'ai 2 de mes clients qui ont connu Maurice Herzog, mais de façon complètement différente. Donc des synchronicités, des espèces de fils d'araignée qui se tissent un petit peu, très dans un firmament, enfin qui c'est invisible, mais c'est là et c'est ce qui nous connecte tous, en fait, je pense. Mm. Et vous, Christine, il y a une trace que vous avez envie de laisser plus que d'autres? Bah, j'espère mon exemple, de ma façon de vivre. J'espère déjà transmettre ça à mes enfants, donc c'est une trace, qui ne laisse pas forcément de traces visibles, mais je pense qu'il va quand même imprimer, des choses en elles.
Donc ça, oui, je pense quand même que mes écrits, les actions, bon, en plus, bon, bah, par exemple, un livre, ça, c'est une belle trace. Je n'avais jamais, je enfin, quand j'ai dit: «Je vais écrire, un roman», je n'ai jamais pensé à ce moment-là à laisser une trace. Mais maintenant que vous me posez la question, c'est vrai que c'est une jolie trace quand même. Et puis ces livres mémoires, je pense que c'est aussi des traces et pour moi et pour mes clients et leurs familles. Donc ça aussi, je pense que c'est bien. Et les photos que j'ai fait en fait, je pense qu'en fait, moi, peut-être la quintessence de la trace que j'essaie de laisser, c'est, le regard que j'ai, sur, la vie et sur les hommes, qui est, je pense, un regard, plutôt empli d'amour et de tendresse et j'essaie toujours, voilà, et dans mes mots et dans mes personnages dans mes livres et dans mes photos, de montrer des petits détails, des finesses, des joliesses, des choses émouvantes et touchantes pour essayer de transmettre, ben, que la vie est pas toujours facile, mais elle est belle quand même. Mmh. Donc ce serait ça, je pense, ma trace principale. Ah ouais, ça reste une belle trace, hein. Merci Christine. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à le partager, à nous transmettre vos commentaires et à nous envoyer vos questions. À bientôt.